Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente aujourd'hui en format masterclass. Je vais essayer de refaire un petit peu ces vidéos régulièrement, mais je vais vous raconter tout de suite un petit peu mon idée. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais du SEO, donc je fête mes 10 ans cette année. J'ai commencé lorsque j'étais étudiant à Sciences Po encore à l'époque. En fait, à l'époque, c'était simplement mon papa qui est hôtelier restaurateur, qui avait besoin un petit peu de travailler sur son site, et donc il m'a donné les codes et j'ai commencé à me rendre sur le SEO et à travailler là-dessus. Et puis après, petit à petit, j'ai un petit peu vu plein d'expériences différentes, à la fois dans des grands groupes, je travaillais chez Skyscanner et que là on faisait des millions de visiteurs par jour, mais aussi de l'édition de sites avec mes propres sites, donc mon blog dont je parle souvent, où je fais pas mal de tests, mon blog sur la bière, mon autre blog sur le gin, et aussi ensuite la partie prestations pour différentes sociétés. Donc j'ai vu des sites de 0 visiteurs à des sites de des millions de visiteurs, et forcément j'ai testé beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses, et c'est un petit peu tous ces apprentissages, toutes ces leçons que j'ai appris, qui ne sont pas des leçons qu'on trouve dans des vidéos classiques SEO, que j'ai envie de vous livrer ici. C'est ce que je vais m'attacher à faire avec 22 leçons contre-intuitives, pas toutes ultra contre-intuitives, mais en tout cas 22 leçons de SEO que j'ai appris au cours des 10 dernières années. Donc ça va être le sujet de la vidéo. Ça va être aussi une vidéo un petit peu moins scriptée. Vous savez, d'habitude, en général, ça se fait beaucoup sur YouTube. Je lis un script directement avec l'ensemble des informations. Là, c'est un nouvel exercice pour moi. C'est une vidéo que je vais improviser. C'est-à-dire que je me suis noté plein d'idées dans mon petit carnet qui est ici. Et en fait, je vais un petit peu prendre ces idées les unes après les autres et je vais les développer. Ce sera aussi une vidéo un peu plus longue en format masterclass. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire dans tous les cas. Avant de démarrer, un dernier mot, c'est que je fais actuellement une offre sur ma formation SEO que je viens de mettre à jour avec pas mal d'informations. Comment utiliser ChatGPT en SEO. Cette formation SEO complète qui est parfaite pour des entrepreneurs, pour des responsables qui veulent avancer en SEO et mettre en place vraiment une stratégie complète. Je vous mettrai le petit lien en description. De notre côté, on démarre tout de suite avec les 22 leçons contre-intuitives que j'ai apprises de mes 10 ans en SEO. Leçon numéro 1, la méthode mot-clé vs la méthode backlink. Alors là, je vais m'expliquer tout de suite un petit peu sur ce que sont ces deux méthodes, mais en tout cas, ces deux méthodes que je constate qu'on peut utiliser en fait en SEO. Je précise tout de suite que ces deux méthodes ne sont pas antinomiques. Elles peuvent fonctionner ensemble, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. En fait, pour moi, en SEO, il y a deux méthodes principales. Il y a une première méthode qui est vraiment de faire une méthode backlink, c'est-à-dire qu'on va viser un mot-clé très concurrentiel, on va optimiser son contenu et derrière, pour se positionner sur ce mot-clé très concurrentiel, on n'a pas le choix, en fait, il faut forcément faire du backlink. Parce que forcément, vous imaginez, si tout le monde a le même niveau de contenu, tout le monde a fait un très très bon contenu, une fois que là, tout le monde est au top, pour avoir la première place, il n'y a plus qu'un critère en fait, c'est le backlink. Potentiellement, il y a un autre critère dont on parle très peu, mais dont je parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en gros, une fois que vous êtes au top niveau contenu, si vous êtes sur un mot-clé très très concurrentiel, où tout le monde fait du SEO, forcément il ne reste plus qu'un truc, c'est le backlink. Et à côté de ça, il y a une autre méthode pour moi qui est plutôt la méthode mot-clé que je vais apprendre. Et là, cette méthode mot-clé, ça consiste en autre chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller bourriner sur du backlink, mais au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt chercher des nouveaux mots-clés pour augmenter notre couverture de mots-clés et aller viser d'autres mots-clés qu'on n'a pas encore visés. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Récemment en coaching, j'avais un e-commerce qui vend des meubles, donc il vend des tables, il vend des canapés, bref, plein de choses comme ça. Et donc il essayait de se positionner un petit peu avec la méthode backlink, c'est-à-dire qu'il voulait se positionner sur des mots-clés très très concurrentiels comme table, canapé, canapé d'angle, vous voyez, donc c'est des mots-clés qui sont très très concurrentiels. Sur sa SERP, sur sa page de résultats Google, il y avait qui en face? Il y avait Conforama de Rémi Nestasio que j'ai reçu dans le podcast Position 0, Boulanger, Amazon, bref, que des clients comme ça, vraiment des gros clients. Donc vous savez, ces sites-là, non seulement ils font du branding, donc ça les fait monter à max sur Google, ça a un impact. En plus de ça, c'est des sites de confiance. En plus de ça, ils font du netlinking. En plus de ça, ils ont toute une équipe SEO. Moi, je vous parle là d'un site e-commerce, d'une personne qui est toute seule, qui doit affronter un petit peu ces géants. Donc vous voyez, la méthode backlink, pour lui, ne correspond pas parce qu'il faudrait un budget énorme en netlinking ou autre. Il avait beau optimiser son contenu à max. Je peux vous dire que Boulanger, Conforama, le contenu, ils l'ont optimisé aussi. Ils sont très malins. Il y a des SEO qui travaillent là-bas, qui sont bien à jour, qui ont du budget pour se former. Donc, il ne faut pas croire que ces gens-là ne font pas de SEO. Du coup,
pour lui, moi ce que je lui ai conseillé, c'est toi en fait ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas utiliser cette méthode backlink parce que toi tu peux pas concurrencer avec les géants. C'est quasiment impossible en fait. Tu vas pas jamais avoir ce budget-là. Ou du moins il va falloir que tu en vendes beaucoup des canapés. Donc toi en fait ce que tu es obligé de faire, c'est d'utiliser plutôt une méthode mots-clés. Et là, ce que tu dois apprendre, c'est de développer ta compétence en recherche de mots-clés pour trouver des mots-clés sur lesquels te positionner. Et donc à partir de là, on s'est dit, en fait, toi, ta spécialité sur tes canapés, c'est que tu as des canapés particulièrement design. Donc on va essayer de se positionner plutôt sur un mot-clé comme canapé design. Donc à ce moment-là, on va aller vérifier la SERP, on va vérifier que la SERP n'est pas la même que sur canapé, parce que si c'est la même, tu vas pas pouvoir mieux te positionner sur canapé design que sur canapé. Et du coup, on va travailler un petit peu sur ça. Donc vous voyez là, c'est un travail complètement différent. On va aller, au lieu de se battre vraiment contre les géants en backlink, on va mettre en place une méthode un peu différente où on va se dire, bon bah toi, en fait, tu vas plutôt développer ta compétence en recherche de mots-clés. Et donc tu vas progresser là-dessus et tu vas trouver des mots-clés que les géants n'ont pas visés parce qu'ils n'y ont pas pensé ou parce qu'ils n'ont pas été assez malins par rapport à ça, ou tout simplement parce que le mot-clé canapé leur prend toute leur énergie et tu vas plutôt viser ça. Et là-dessus, potentiellement, tu vas pouvoir être premier. Et là-dessus, potentiellement, ça va te faire des ventes. Alors certes, tu n'auras pas le même volume de recherche, mais cependant, quand même, au moins, tu vas faire du business et tu vas pouvoir te positionner. Et pareil, à partir de là, on va réfléchir à comment augmenter ta couverture de mots-clés. Donc ta page canapé design, on l'a positionnée sur le mot-clé canapé design, mais ensuite, on va diversifier cette page. On va essayer peut-être de te positionner sur du canapé 5 places, canapé 10 places, canapé pour enfants. Je dis des trucs un petit peu au pif, je ne peux pas forcément révéler les secrets du truc, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu un exemple de ce qu'on peut faire. Et pareil, en coaching, j'ai un autre exemple avec un client qui vendait cette fois-ci des couvertures et qui était c'était un type très spécifique de couverture. Ce pas des couvertures classiques. Et en fait, il était premier sur ce mot-clé couverture spécifique. Et en fait, au bout d'un moment, il y a des gros concurrents qui sont arrivés. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir, vous avez dû voir des pubs pour Emma, pour plein d'autres trucs. Et donc, tout le monde l'a dépassé. Et en fait, je lui ai dit, là, sur ce mot-clé-là, tout le monde est en train de bourriner. Ils y vont en backlink, ils y vont en branding. Toi, en fait, il faut plutôt que tu diversifies ta couverture de mots-clés. Et ça, c'est une autre stratégie à utiliser. Et donc là, la stratégie qu'on a utilisée pour lui, c'est plutôt de se positionner sur canapé pour enfants. Pas canapé pour enfants, couette pour enfants. Couette 10 kilos, couette pour 2 personnes, couette pour 3 personnes. Et en fait, au bout d'une semaine, il m'a appelé et il m'a dit écoute, c'est bon, je suis déjà positionné sur le mot-clé que tu m'as dit. J'ai déjà vendu des couettes. Donc, je crois qu'il s'était positionné sur couette 3 personnes. Il est tout de suite très bien monté dans les positionnements. Il m'a dit c'est bon, ça a tout de suite monté. Donc, vous voyez, il y a vraiment ces deux méthodes en SEO qui ne sont pas antinomiques. Si vous avez vraiment du budget, vous pouvez faire les deux. Mais parfois, pour vous, il vaut mieux travailler un petit peu votre couverture de mots-clés, augmenter cette couverture de mots-clés, réussir à vous placer sur tous les mots-clés autour de votre sujet principal, plutôt que de continuer à bourriner en backlink, surtout si vous êtes face à des géants, des Conforama, des Mano ou autres, parce que ces sites-là, non seulement ils font du netlinking, non seulement ils font du SEO, et il y a des gens qui sont très spécialisés, parfois une équipe entière chez eux, mais en plus de ça, ils font du branding. Et le branding, indirectement, ça va leur amener des liens et autres encore. Donc voilà, je vous invite vraiment à réfléchir un petit peu à ces deux stratégies, à vous dire si vous avez un mot-clé sur lequel vous voulez absolument être premier et que vous voyez que la concurrence c'est faisable, vous vous positionnez, vous faites un top contenu, vous faites du netlinking un petit peu ensuite, mais aussi pensez à diversifier votre couverture de mots-clés et à l'augmenter. Et je vais être très sincère avec vous, chez Skyscanner à l'époque, on n'avait pas de budget netlinking. Le seul netlinking qu'on faisait, c'était du netlinking un petit peu indirect qui venait naturellement, entre guillemets. On faisait un peu d'affiliation, mais l'affiliation, ce n'était pas du netlinking. On ne considérait pas ça comme du netlinking. Donc, en fait, nous, vraiment, ce qu'on faisait principalement, c'était de augmenter notre couverture de mots-clés. Se dire aujourd'hui, on est présent sur Vol Paris-Londres, on va essayer de se positionner sur Vol Paris-Londres Air France. On va créer des milliers de pages sur toutes les compagnies. Et on va vraiment, tout notre travail, c'était d'essayer d'augmenter cette couverture de mots-clés. Donc vous voyez, même chez les géants, cette stratégie est utilisée. Et elle est très peu utilisée encore chez les petits, chez les plus petits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à travailler et à réfléchir. Faites une bonne recherche de mots-clés. Et d'ailleurs, de toute façon, j'en reparle sur la bonne recherche de mots-clés, comment la faire dans la vidéo. Donc bon, nous, on continue avec la leçon numéro 2. Leçon numéro 2. Il ne faut pas toujours croire Google.
Alors, Google, vous le savez, très souvent, ils font des annonces. Alors, ces annonces, souvent, ça se fait par le biais de John Mueller, qui travaille chez Google ou qui travaillait chez Google. Je ne sais pas s'il a pris sa retraite ou il est toujours là. Il y a Matt Cutts aussi qui souvent fait des annonces. Mais il faut savoir, alors nous, en tant que SEO, souvent, on le voit par le biais du média anglophone qui s'appelle Search Engine Journal, auquel je vous invite à vous abonner parce que ça vous permet un peu de, dès que Google annonce quelque chose, un petit peu de savoir ce qui apparaît et de le savoir derrière. Il y a aussi en France Abondance. Je sais que Laura Blanchard qui est venue dans mon podcast veut vraiment en faire le média de référence sur le SEO pour que les francophones n'aient plus à suivre Search Engine Journal, mais qu'ils puissent avoir leur info directement sur Abondance. C'était déjà le cas par le passé, mais voilà, je vous invite à vous abonner à ces deux médias. Ça, c'est tout là-dessus. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans ces entreprises, ces personnes-là, elles sont ce qu'on appelle media trained, c'est-à-dire qu'elles ont des entraînements pour parler aux médias et pour dire précisément ce qu'elles veulent dire. C'est-à-dire que lorsqu'elles vont parler dans des médias, alors en général, John Mueller et Matt Cutts ou Google, ça se passe plutôt sur ce qu'ils appellent des Ask Me Anything, demandez-moi n'importe quoi. Et du coup, ils vont répondre à plein de questions à ce moment-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là, avant ça, elles ont été entraînées et elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas dire n'importe quoi et qu'elles doivent utiliser ces moments pour faire passer des messages. Et donc forcément, Google va utiliser ça pour passer des messages. Et je me rappelle un message récemment d'une personne que j'ai reçue dans mon podcast, qui s'appelle Patrick Valibus. On a publié l'épisode d'ailleurs, je vous mettrai la petite miniature ou peut-être un petit extrait. Il avait dit quelque chose de très intéressant. Ça, c'était un post LinkedIn. Il avait dit que lui, de son côté, avec ses tests, il constatait que le netlinking continuait à marcher. Et pourtant, à côté de ça, il y a Google qui nous dit sans cesse « Non, mais le netlinking a de moins en moins d'importance dans les algorithmes. Laissez tomber, ça, c'est plus très important. » Et en fait, forcément, Google ne va pas vous dire comment le duper. Vous imaginez si maintenant ils viennent annoncer, qu'ils disent le facteur principal de notre algorithme, c'est le netlinking, tout le monde va se mettre à bourriner en lien, tout le monde va faire de l'achat de liens et Google ne va plus savoir quel site mettre en avant plutôt qu'un autre. Vous voyez, donc Google sans cesse, il dit non, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est le meilleur contenu parce que c'est ce qui est important pour nous. Donc vous voyez, eux, ils utilisent leurs moyens de communication pour faire passer leur propre message. Et donc nous, tout ce qu'on entend de leur part, il faut l'écouter avec des pincettes, il faut l'analyser, il faut le prendre, pas pour argent comptant, mais se dire, voilà, certes, ça c'est une information, je vais la prendre, je vais l'analyser, mais moi de mon côté, ce que je vais croire, c'est plutôt mes tests. Et d'ailleurs, ça, je vais vous en reparler sur la partie contenu dupliqué. Je crois que c'est la leçon numéro 12, donc vous voyez, on est déjà beaucoup plus avancé dans cette vidéo, mais je vais vous reparler un petit peu de ça. Et aussi, il y a une autre leçon où je veux vous parler un petit peu d'apprendre à comprendre le contexte de Google. En fait, toutes les mises à jour qui sont faites par Google, à chaque fois, il y a un contexte. Et si ce contexte change, en fait, ce qu'ils ont dit à l'époque n'est plus forcément vrai. Alors qu'en SEO, on a tendance à se dire Google a annoncé ça il y a 10 ans, donc il faut continuer à faire ça. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Google a toujours un contexte. Et Google, encore une fois, je vous le répète, dès qu'ils annoncent quelque chose, dès qu'ils font une annonce ou autre, en fait, ils utilisent les moyens de communication à leur disposition pour faire passer leur propre message. Alors nous, ça n'enlève en rien le fait qu'il faut toujours essayer de fournir le meilleur contenu. Ça n'enlève en rien le fait qu'il ne faut pas duper l'utilisateur. Ça, c'est la partie plus black hat, vous savez, c'est vraiment pas ma spécialité. Mais toujours, il faut l'analyser avec des pincettes et continuer à faire nos propres tests. Et justement, sur Google, il y a un autre point aussi que je veux préciser, c'est que Google est très fort pour vous faire travailler à sa place. Je vais vous donner un exemple, la vitesse de site. Google a annoncé que la vitesse de site devenait un critère de son algorithme. Pourquoi est-ce que Google a fait ça ? Premièrement, parce que quand les sites sont lents, ça coûte beaucoup plus cher à Google de crawler un site que lorsqu'il n'est pas lent. Et donc forcément, Google, c'est dans son intérêt que nous, on fasse tous des sites rapides. Donc on rajoute ça dans l'algorithme, c'est très simple. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait ? Tous, on se précipite sur nos sites et on va aller accélérer la vitesse de site. Alors bon, la vitesse de site, je vais en reparler un petit peu plus tard. C'est un critère, il y a du vrai, il y a du faux, il y a un petit peu de tout, il y a à boire et à manger. Mais en tout cas, vous voyez, Google est très fort pour vous faire travailler à sa place. Autre exemple, Google My Business. Alors que veut Google ? Et ça, j'en reparle un petit peu après. Google, son objectif ultime, c'est que vous n'alliez pas sur des sites internet. C'est que vous cherchiez sur Google et vous avez votre réponse directement. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen de répondre à une interface, à un besoin utilisateur et que les gens réutilisent Google.
Parce que vous voyez, c'est quand même chiant de faire une recherche, de devoir ouvrir 3 pages différentes, aller sur des sites et autres. Donc Google, son objectif ultime, c'est que vous n'alliez pas sur des sites après, c'est que vous ayez toutes les réponses directement sur son moteur de recherche et sur son algorithme. Et donc, forcément, meilleur moyen de faire ça, c'est tout simple, c'est Google My Business. Et encore une fois, on va faire travailler les autres à notre place, on va faire travailler les gérants de restaurants, les fleuristes ou autres encore pour mettre à jour leurs horaires et avoir directement les réponses sur Google. Et Google est très très fort pour faire travailler les autres à votre place. Le premier qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est Nicolas Nguyen, que j'ai invité dans mon podcast. D'ailleurs, position 0, et d'ailleurs, je vais vous mettre un petit extrait ici, et puis après, on passe à la leçon numéro 3. Leçon numéro 3, Google aime beaucoup les lèche-culs. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai très vite constaté dans ma carrière de SEO, c'est que Google, il a quand même tendance à mettre en avant les gros lèche-culs, les gens qui font tout bien, qui font bien tout ce qu'il a annoncé, même s'il faut prendre toutes les annonces avec des pincettes, quand même, on le remarque, si vous faites des méta-titles de la bonne taille, si votre site, c'est pas un bordel, c'est-à-dire une base technique saine. Alors avec un WordPress, vous pouvez avoir une base technique saine. Si toutes vos pages ont un méta-title, une méta-description qui font la bonne taille, si toutes vos pages ont un H1, si toutes vos images ont un alt text, en général, quand même, Google a tendance à vous mettre plus en avant. Alors attention, toujours, il faut prendre ça avec des pincettes. Si face à vous, vous avez des concurrents qui font tout ça, vous n'avez plus un avantage concurrentiel. C'est plus pareil. Mais en revanche, si face à vous, vous avez des concurrents qui sont nuls en SEO, si vous êtes une petite PME qui vend du carton, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça bientôt, donc abonnez-vous à la chaîne pour le suivre, vous allez voir que très souvent, si vous faites tout bien, Google vous met plus en avant que les autres. Et ça, Google, quand même, il aime bien un petit peu les lèche-culs qui font tout bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué notamment avec pas mal de clients qui, par exemple avec WordPress, créent des tags ou créent de nombreuses catégories. Et en fait, ils se retrouvent avec des milliers de pages tags, des milliers de pages catégories. Et le problème de ces pages, c'est qu'ils ne les ont pas optimisées. Ils n'ont pas optimisé le meta title ou autre encore. Et en fait, le simple fait de corriger tout ça, ça leur a permis de remonter dans les moteurs de recherche. J'ai un autre exemple récemment avec un client en coaching qui a corrigé ses liens brisés. Donc les liens brisés, c'est quoi? C'est des liens qui mènent vers une page 404. Et vous savez, très souvent, quand vous créez du contenu, vous créez des pages, vous allez mettre un lien et peut-être qu'un jour, vous allez supprimer cette page ou peut-être qu'un jour, vous allez mettre un backlink vers une autre page et que la personne vers qui vous avez mis un backlink va supprimer son site, le site ne va plus exister. Il y a plein de raisons possibles qui peuvent exister face à ça. Et en fait, ce qu'on constate, ce qui se passe très souvent, c'est que vous corrigez l'ensemble de vos liens brisés et vous remarquez que vous remontez un petit peu dans les moteurs de recherche. Donc vous voyez, faire comme ça un petit peu les lèche-culs, souvent ça vous apporte quand même du résultat positif parce que c'est tout simple, ça facilite le travail de Google. Pour lui, c'est plus simple de savoir sur quelle page sur quel mot-clé vous voulez vous positionner. Ces robots gagnent du temps et puis forcément, il va vous mettre un petit peu en avant derrière. Pareil, je pense aussi, Google depuis quelques années met beaucoup en avant ce qu'il appelle le schema markup. Donc le schema markup, en fait, c'est un langage qui a été inventé en collaboration entre Bing, Google et d'autres moteurs de recherche. Et en fait, l'idée du schema markup, c'est que vous allez ajouter un petit bout de code sur votre site internet et ce petit bout de code sur vos différentes pages du site internet, je précise. Et ce petit bout de code, il est beaucoup plus simple à lire pour Google que du texte brut. Vous voyez? Donc pour un robot, si vous faites maintenant une page sur la bière blonde, pour un robot, c'est un peu difficile de comprendre que cette page parle de la bière blonde. En revanche, si vous mettez du contenu avec ce petit langage qui s'appelle Schema Markup, c'est du JSON, c'est très simple, il y a des sites qui vous permettent de le faire. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce sujet, c'est ce qu'on appelle les données structurées. En fait, si vous mettez un petit bout de code et que vous expliquez à Google avec ce petit bout de code que cette page-là, elle parle de la bière blonde, c'est beaucoup plus simple à comprendre par les robots que s'ils doivent comprendre un bloc de texte entier. Vous voyez? Et justement, ça c'est quelque chose que Google depuis quelques années met pas mal en avant. Donc je vous invite vraiment à le regarder. Et en général, si vous faites les lèche-culs sur ça, il y a de grandes chances que ça vous mette un peu mieux en avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle schema markup, les données structurées. Donc je vous invite un petit peu à fouiller ça. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on passe à la leçon numéro 4. Leçon 4, Google aime le contenu frais. Alors là, je vais vous donner un exemple tout bête.
C'est l'exemple de mon blog sur la bière. Alors en fait, ce blog sur la bière, il faut savoir que pendant, je pense, 3 ans quasiment, je ne l'ai presque pas alimenté. Pourquoi je ne l'ai pas alimenté? Pour la simple et bonne raison que j'étais occupé au développement de mon activité SEO qui m'a pris quand même pas mal de temps. Et donc forcément, je l'ai moins alimenté, j'ai moins travaillé dessus. Et du coup, petit à petit, le contenu était de moins en moins frais. Et ça, je l'ai remarqué, en fait, petit à petit. Vraiment une courbe descendante. Je vous mettrai peut-être un screenshot SEMrush, Search Console en même temps pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur ce blog au cours des dernières années. Alors quand je dis contenu frais, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire création de nouveaux contenus, mais ça veut dire aussi mise à jour des contenus. Donc je vais commencer par la mise à jour des contenus. Et la mise à jour des contenus, c'est tout simple, il faut le faire régulièrement. Et beaucoup de personnes l'oublient, ça c'est sous-coté la mise à jour des contenus. Beaucoup de personnes oublient de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire mise à jour des contenus? Ça veut dire correction des liens brisés. Les liens qui n'existent plus, qui ne mènent plus vers une nouvelle page, on les corrige tous, comme ça on les enlève ou autre encore. Et ça veut aussi dire mise à jour du contenu pour que le contenu soit de nouveau à jour. Dans la bière, il est possible que il y a 10 ans, il y avait une information qui était vraie. Entre-temps, on a appris de nouvelles informations et cette information n'est plus vraie. Donc il faut la mettre à jour. D'ailleurs, à l'époque, notamment, j'avais beaucoup de liens d'affiliation qui menaient vers un site qui a arrêté son programme d'affiliation et qui a fait entièrement des redirections. Donc en fait, tous les gens qui cliquaient depuis mon site vers un autre, ils tombaient en fait pas sur une 404, mais ils tombaient sur une page de redirection et donc ça ne les amenait nulle part en fait. Et c'était, on va dire, un petit peu déceptif d'avoir ces liens. Et Google, en plus, est très sensible au signal utilisateur. Bon, ça, j'en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Du coup, mise à jour des contenus, première chose, ça c'est vraiment sous-coté. On oublie toujours de le faire en SEO parce qu'on est souvent dans la création de nouveaux contenus, mais en réalité, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous apporter. En parallèle, contenu frais, quand je vous dis Google, il aime le contenu frais, il faut aussi créer de nouveaux contenus. Donc ça veut dire créer de nouvelles pages, ça veut dire créer de nouveaux articles. Il faut continuer à alimenter votre site. Alors pourquoi il faut continuer à l'alimenter? Premièrement, parce que ça va vous permettre de faire encore plus de maillage interne. Et qui dit plus de maillage interne, dit plus de jus, plus de page rank à distribuer. Et ça vous fait vraiment avancer sur votre site et ça permet à votre site de grandir. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, contenu frais égale plus de trafic. Google est sensible au trafic, aux trucs utilisateurs. Et donc ça, j'en reparle après dans la vidéo. Je ne veux pas trop m'épancher maintenant. Mais voilà, c'est très important aussi d'avoir plus de contenu. Enfin, plus de contenu et du contenu frais, ça souligne aussi à Google que votre site il continue à exister. Et Google, lorsqu'il met une page en avant plutôt qu'une autre, il a besoin d'être sûr et certain qu'il peut vous faire confiance. Parce que Google, et ça je vous l'explique aussi après, décidément ça c'est la leçon où j'explique tout après, Google en fait il a besoin de savoir que votre site est fiable. Il a besoin de savoir qu'il peut vous faire confiance. Et s'il peut vous faire confiance, il peut vous mettre en avant auprès de ses utilisateurs. Et si ces utilisateurs ils viennent chez vous et qu'ils sont contents, ils vont réutiliser Google. Vous voyez, ça marche comme ça Google. Tout simplement, ce qu'il faut faire, il faut continuer à produire du contenu, il ne faut jamais s'arrêter de produire du contenu. Et surtout, qui dit contenu frais, vous savez, dans votre monde, il y a forcément de nouvelles choses qui apparaissent. Je vais vous donner un exemple sur mon blog sur la bière. Il y a quelques années, il y avait plein de styles de bière qui n'existaient pas et qui sont apparus ensuite. Et donc forcément, moi, comme j'ai arrêté de produire du contenu, je n'ai plus d'articles sur ces sujets. Et donc Google, quand il vient sur mon site, il remarque que tous mes concurrents, ils parlent de tous ces sujets, mais moi, j'en parle pas. Et donc, forcément, il va se dire, tiens, ce site, il est de moins en moins fiable. Je peux de moins en moins lui faire confiance. Et je peux de moins en moins le mettre en avant. Et donc, forcément, ça fait descendre l'ensemble des choses. Et Google, il a besoin aujourd'hui de constater, Google ou les autres moteurs de recherche, ils ont besoin de constater que vous êtes capable de couvrir la globalité de votre sujet. Parce que si vous êtes capable de couvrir la globalité de votre sujet, il peut vous faire confiance. En fait, finalement, Google, il essaye de copier le fonctionnement d'un être humain. Vous voyez, quelqu'un, si vous allez voir quelqu'un par une recommandation, vous allez avoir confiance en lui. Et Google essaye vraiment de reproduire ce comportement et de mettre en avant les sites auxquels il fait confiance parce qu'il sait qu'il va pouvoir les donner à ses utilisateurs en toute confiance. Et donc, pour cela, il a besoin que vous couvriez votre globalité du sujet. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est contenu frais, mise à jour de contenu et tout ça, il faut vraiment le travailler. J'en reparle de toute façon ensuite. Je vais vous parler d'une partie sur le SEO défensif où je vais vous mettre un petit extrait des frères Perronnet qui sont venus dans mon podcast. Bref, je reparle de tout ça de toute façon. Mais avant ça, on passe à la leçon numéro 5. Leçon numéro 5, comprendre les algorithmes et surtout comprendre comment ils gagnent de l'argent. Alors pour réussir sur Google ou sur n'importe quelle autre plateforme, il
il y a vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est de comprendre les algorithmes. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne l'algorithme Google et puis après je vous expliquerai comment fonctionne l'algorithme LinkedIn. Alors sur l'algorithme Google, c'est quand même assez simple. Comment Google gagne de l'argent? C'est en vendant des ads sur Google Ads. Donc ça, c'est les premiers résultats des moteurs de recherche, hein, c'est très simple. Donc comment il gagne de l'argent Google? C'est très simple. Un utilisateur tape une requête, on va dire canapé d'angle. Il tape canapé d'angle, il y a des ads qui apparaissent en premier, quelqu'un clique sur l'ad et il trouve sa réponse. Et grâce à ça, Google gagne de l'argent. Et donc, Google, s'il est capable de fournir les bonnes réponses à ses utilisateurs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces utilisateurs vont revenir. Donc, vous voyez, si vous tapez sur Google comment faire un brownie, que le premier résultat sur lequel vous cliquez, c'est le bon résultat, la prochaine fois, la semaine prochaine, vous allez vous dire, on va réutiliser Google. Et moi, je me rappelle à l'époque, ça c'est vraiment il y a 15 ans, j'avais moins de 15 ans, peut-être 12 ans, la première fois que mon père m'a montré Google, et c'était vraiment un truc dont on parlait, quoi. C'était vraiment, utilise Google, c'est génial, tu cherches quelque chose, tu as la bonne réponse. Parce qu'avant ça, les autres moteurs de recherche, vous cherchiez, vous n'avez pas la bonne réponse. Vous cherchiez canapé d'angle, vous aviez des milliers de réponses différentes, vous voyez. Et Google a vraiment apporté ça, a apporté ce truc de se dire, quand les gens recherchent, je veux leur donner la réponse la meilleure possible, la plus précise possible. Et si je donne la réponse la plus précise possible, les gens vont réutiliser mon moteur de recherche. Et s'ils réutilisent mon moteur de recherche, je gagne de l'argent. Et c'est pour ça que Google, à ses utilisateurs, il veut toujours donner la réponse la plus fiable, la plus précise possible. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et si on regarde à l'opposé de ça, LinkedIn, Instagram, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Ils gagnent de l'argent quand les gens restent sur leur outil. Vous voyez, ça c'est très différent. Et c'est pour ça que sur LinkedIn, ce qui marche, c'est les posts, vous savez, les posts à rallonge. Ce qui marche, c'est les posts engageants. Parce que quand vous créez de l'engagement, les gens restent plus sur LinkedIn. Vous allez voir un post qui est nul, vous allez juste le lire, vous allez vous dire c'est nul ce post, je quitte LinkedIn, je vais sur Instagram. Au contraire, vous allez lire un post, le post il est engageant, vous allez le commenter, on va répondre à votre commentaire, vous allez y répondre. Et grâce à ça, vous avez passé 15 minutes sur LinkedIn. Et pendant ces 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? LinkedIn, ils ont vendu de l'ADS, ils vous ont fait utiliser leur moteur de recherche, vous avez commenté d'autres trucs. Et c'est grâce à ça que vous êtes mis en avant. Et vous voyez, une fois que vous êtes capable de comprendre les algorithmes et de comprendre leur fonctionnement, et forcément, derrière, vous profitez aussi de leurs résultats. Donc ça, c'est vraiment une leçon que je vous invite à réfléchir. Google veut toujours offrir la meilleure réponse possible à ses utilisateurs et dites-vous comment vous pouvez offrir une meilleure réponse que vos concurrents. Allez, on passe à la leçon numéro 6. Leçon numéro 6, comprendre que tout a un coût pour Google. Souvent, on se dit Google est gratuit, donc il ne doit pas y avoir de coût chez lui. Hein, c'est logique. Mais en fait, tout a un coût. Google, déjà, ils ont des coûts de serveur qui sont énormes parce qu'ils doivent utiliser, vous savez, venir sur votre site, crawler un site. Vous imaginez le nombre de sites qu'il y a sur le web? Vous imaginez le nombre de sites, le nombre de pages qu'il y a à crawler? Imaginez, vous voyez LinkedIn, la taille de ce site? Vous imaginez, pour montrer toutes les pages de LinkedIn, le budget crawl dont a besoin Google, le budget que ça représente? Et tout ça, c'est quoi? C'est des robots. Et des robots, ça repose sur des serveurs. Et des serveurs, ils en ont notamment, il me semble, en Islande ou en Irlande, où c'est pas très cher parce qu'il fait assez froid, donc forcément le coût est moindre. Et vous voyez, tout ça, ça a un coût pour Google. Et donc forcément, si vous êtes capable de réduire ce coût sur Google en mettant des meta-titles de la bonne taille pour qu'il n'ait pas à transformer votre meta-title, en supprimant les pages qui ne servent à rien, vous savez, les pages tags, les pages catégories qui explosent, qui créent des milliers de pages qui ne servent à rien, des pages avec lesquelles vous ne voulez même pas vous positionner. En supprimant tout ça, vous coûtez moins cher à Google et vous l'aidez aussi. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais ça, c'est un sujet énorme. Alors moi, je sais qu'à l'époque où je travaillais chez Skyscanner, en fait, on avait réussi à réduire notre coût de serveur quasiment en le divisant par 3 ou 4, simplement en ajoutant un petit peu du code pour… donc vous savez, Skyscanner, on était un comparateur de vol et en fait, on avait trouvé un moyen de générer plus rapidement, grâce à des algorithmes, la réponse aux résultats. Donc vous vouliez un vol de Paris à Londres, et en fait nous on était capable de générer plus rapidement cette réponse et on avait divisé notre coût de serveur par 3 ou 4 grâce à ça. Et ça, c'est une économie énorme pour une entreprise et on ne s'en rend pas compte. Et Google, c'est pareil. Et vous savez,
ça fait quelques années qu'on a des problèmes d'indexation depuis 2022-2021 et qu'on remarque que Google veut de moins en moins indexer les contenus. Et bien ça, pourquoi est-ce que ça arrive? C'est tout simple, hein, c'est que ça coûte très très cher à Google d'indexer tout le web et donc ils ont de moins en moins envie d'indexer de la merde. Donc si vous écrivez de la merde, si vous faites des mauvais contenus, et bien forcément Google a de moins en moins envie de vous indexer et il préfère économiser de l'argent et aller plus vite là-dessus. Et moi, c'est quelque chose que je pense aussi pour le futur. Je pense que Google ne va pas indéfiniment continuer à indexer tout le web et il va essayer de devenir de plus en plus sélectif. Alors ça se fait déjà avec de l'algorithmie. Google décide déjà à partir d'algorithmes s'il va indexer une page ou non. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va continuer. Et donc là, encore une fois, il faut montrer à Google qu'il peut vous faire confiance. Montrer à Google que vous faites du contenu de qualité. Montrer à Google que vous n'êtes pas juste un site en SEO, mais que vous êtes une vraie entité, que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, que vous êtes présent sur YouTube, peut-être sur Google My Business, que vous êtes présent vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour vraiment vous distinguer et avancer là-dessus. Leçon 7, comprendre le contexte de toutes les décisions chez Google. Chez Google, dès qu'il y a un changement d'algorithme, il y a un contexte. Dès qu'il y a une mise à jour, une core update, au départ, il y a un contexte. Ce contexte, c'est souvent que Google remarque que les réponses qu'ils donnent à leurs utilisateurs sont de moins en moins bonne qualité. Et donc forcément, à partir de là, Google veut mettre à jour ses contenus. Alors comment est-ce que Google constate que le contenu qu'ils proposent est de moins en moins bonne qualité? Il y a déjà une manière tout simple, c'est que Google a des quality raters. Donc, qu'est-ce que c'est un quality rater? En fait, c'est une personne humaine, en plus de l'algorithme, qui va en fait regarder des contenus et qui va un petit peu regarder des contenus et dire est-ce que ça correspond à l'intention de recherche? Est-ce que la personne qui fait la réponse à ce contenu, elle est vraiment qualifiée pour faire cette réponse? Et Google a des personnes humaines qui font ça. Alors, il y a une personne qui s'appelle Cyrus Shepard, il me semble, faut pas que je me trompe de nom de famille, mais qui en tout cas est un SEO anglophone et qui en fait s'est fait engager comme quality rater, donc c'est très mal payé apparemment, mais lui il l'a fait. Et en fait grâce à ça, ça lui a permis d'avoir beaucoup de réponses de comment Google évalue un contenu. Donc il a vraiment donné une fiche que je vous mettrai directement là à mon avis à l'écran au montage. Et cette fiche elle vous permet en fait de constater comment Google va un peu évaluer des contenus. Donc au départ Google, comment ça se passe? Ils ont leurs algorithmes qui vont positionner une page plutôt qu'une autre. Ils ont des algorithmes un petit peu de correction ensuite qui vont regarder un peu le CTR, le click-through rate pour un petit peu regarder comment ça se positionne. Et ensuite, il y a des quality raters qui vont aller noter les pages et vraiment dire cette page, elle répond vraiment bien à l'intention de recherche. La personne qui a écrit cette page, elle est l'auteur de cette page, elle est vraiment cohérente pour répondre à ça. Donc, c'est des humains qui vont aller vérifier tout ça. Et donc, quand il y a une core update, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est simplement un contexte de départ. À titre d'exemple, à un moment, Google a commencé à parler de ces backlinks toxiques, vous le savez, et ils ont commencé à lancer un truc sur la Google Search Console où on pouvait signaler les backlinks toxiques qui venaient sur notre site. Et donc là, réponse de SEMrush. SEMrush a fait une fonctionnalité qui vous annonce vos backlinks toxiques directement. Et donc, tout le monde s'est mis à signaler ces backlinks toxiques. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Il faut retourner un peu dans ce contexte, et ça, c'est Nicolas Nguyen qui me l'a annoncé, qui me l'a expliqué plus en détail. Je vous mettrai un petit extrait du podcast ici. Ouais, et du coup, juste une petite question. Tu es pour ou contre le fait de désavouer ces liens sur la Google Search Console? Les liens toxiques, les fameux liens. Parce que tous les liens ne sont pas toxiques. Et d'ailleurs, j'ai remarqué sur un autre outil qui est SEMrush, il y a un onglet toxicity. Et j'ai l'impression que 50% de ces liens ne sont pas toxiques au final, tu vois. Comment toi, tu vois cette chose? Comment tu vois le Google? Déjà, moi, j'aime bien me poser la question du pourquoi de cet outil. Parce qu'en plus, il est apparu, alors j'ai plus l'année exacte en tête, mais il était apparu à l'époque où le netlinking faisait rage. Faut en être conscient. Et où Google cherchait à mieux comprendre comment justement, en fait, mieux détecter des liens de mauvaise qualité versus des liens de bonne qualité. Et en fait, Google, pour moi, c'est une superbe entreprise. Je voulais dire, c'est une super entreprise dans le sens où ils sont très malins pour faire bosser les autres. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement qu'à l'époque, les résultats de Google deviennent de moins en moins cohérents parce qu'il y a de plus en plus de backlinks toxiques. Réponse de Google, on va faire travailler les autres à notre place. Pourquoi se faire chier? Les autres travaillent très bien, autant les faire travailler à notre place. Et donc forcément,
et ben on va faire l'annonce des backlinks toxiques. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais vu ça chez Skyscanner, et mon head of SEO, José, qui avait plus de 20 ans d'expérience en SEO, j'avais commencé à discuter avec lui, et je lui avais dit, ben là, sur le marché français, on a beaucoup de backlinks toxiques, je pense à les désavouer, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, écoute, ça, c'était le cas il y a 10 ans, ça servait à quelque chose, mais aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de désavouer tes backlinks toxiques, parce que Google sait quels backlinks sont toxiques. À l'époque, il ne le savait pas il y a 10 ans, donc peut-être que ça pouvait avoir un impact, mais aujourd'hui, SEMrush a beau t'annoncer ça, Google sait quels sites sont toxiques, donc ne prends pas le risque de t'enlever des dizaines de backlinks qui, si ça se trouve, t'amènent quand même du jus. Te prends pas la tête avec ça, continue à avancer. Donc ça, les backlinks toxiques, c'est un truc et tous les SEO aujourd'hui, je pense, sont d'accord là-dessus. Ça sert plus à grand chose de travailler là-dessus, donc autant travailler sur d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, c'est d'apprendre à comprendre le contexte de toute décision Google. Allez, on passe à la leçon numéro 8. Et moi, je fais une petite pause parce que sinon, la caméra, au bout d'un moment, s'arrête de fonctionner. Donc, il faut que je passe des pauses régulièrement. Voilà, je suis de retour avec mon petit café pour la leçon numéro 8. La leçon numéro 8, c'est qu'un outil SEO est un avantage concurrentiel uniquement à court terme. Alors, je m'explique un petit peu. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, il y avait encore très peu de monde qui avait des outils SEO. Il y avait encore très peu de monde qui avait des outils comme SEMrush, Ahref ou autre encore, parce que ça coûtait cher, parce que plein de gens ne faisaient pas de SEO, parce que... Bon, pour plein de raisons en fait. C'était pas connu ou autre encore. Aujourd'hui, n'importe quelle boîte, n'importe quelle société, même une toute petite société a accès à un outil SEO et à des données SEO. Si vous utilisez SEMrush par exemple, il y a de grandes chances que votre concurrent utilise aussi SEMrush. Et donc forcément, vous n'avez aucun avantage concurrentiel par rapport à lui. Parce que, tout simplement, vous allez découvrir exactement les mêmes mots-clés. Donc vous aurez les mêmes idées de contenu à créer. Et donc forcément, vous allez faire la même chose et vous n'avez aucun avantage concurrentiel. En revanche, il y a 10 ans, vous aviez SEMrush, vous aviez plein d'outils, plein d'idées de mots-clés SEO, vous aviez plein de retours, de corrections à faire sur votre site qui n'existaient pas avant, que les autres n'avaient pas. Et donc vous aviez un avantage concurrentiel. Mais c'est vraiment pour ça que je veux vous souligner qu'un outil, c'est un avantage SEO uniquement à court terme. Et qu'au bout d'un moment, quand tout le monde l'a, c'est plus du tout un avantage SEO. Et après ça, je vais vous parler un peu de ma méthode SEO dans la leçon 9, donc la leçon suivante. Mais avant ça, ici, encore un autre exemple. Vous voyez Your Text Guru. Aujourd'hui, ou en tout cas l'optimisation sémantique, moi j'utilise plus TOT, mais les deux outils sont très bien, SEO Quantum c'est très bien aussi. En France, on commence un peu tous à l'utiliser. Et donc, ça devient plus un avantage concurrentiel, ça devient quelque chose qu'on est obligé de faire. Parce que si vous ne le faites pas, les autres le font et donc vous prenez du retard. En revanche, vous utilisiez ces outils il y a 5 ans, vous étiez le seul à le faire et là, je peux vous dire que direct, vous vous positionnez mieux. Alors sur certaines niches, c'est encore possible que vous soyez le seul à le faire. Moi récemment, j'ai positionné un client un petit peu, j'ai refait un peu de prestations SEO et j'ai positionné un client, ses concurrents, il n'y avait aucune optimisation sémantique. Donc forcément, juste ce petit truc, ça a permis d'être un peu mieux positionné. Je rappelle, Your Text Guru ou TOT, c'est des outils en gros qui font de l'optimisation sémantique. C'est-à-dire que lorsque vous voulez vous positionner sur un mot-clé, admettons bière blonde, Google s'attend à voir d'autres mots-clés apparaître. Et ça, en général, ces outils vont vous dire, si tu veux parler de bière blonde, il faut aussi que tu mettes ce mot-clé et ça va te permettre d'optimiser ta sémantique. Donc qui dit bière blonde, dit qu'il faut peut-être parler de la Pils, de la bière Lager, de la bière Météor. Voilà, plein d'exemples. Mais en tout cas, Heineken, pour dire des trucs plus connus que des trucs régionaux Météor. Mais voilà, pour vous dire un petit peu l'optimisation sémantique. Encore aujourd'hui, ça devient obligatoire de le faire. Sur certains secteurs où personne ne le fait, c'est encore un avantage concurrentiel. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à utiliser des outils un peu moins conventionnels. J'ai aussi tendance à toujours tester des outils. Vous voyez, récemment, j'ai parlé de SEO Pital, qui est un outil de création SEO avec de l'IA que je trouvais assez puissant parce qu'en fait, il ne se base pas que sur du SEO, pas que sur l'IA, pas que sur GPT. Il va aussi se baser sur ce qu'il va trouver dans la SERP. Et ça, c'est assez puissant parce que ça réduit les incertitudes de l'intelligence artificielle. Et vous voyez, ça, c'est un outil. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui l'utilise, donc c'est un avantage concurrentiel. Dans 10 ans, si tout le monde se met à l'utiliser, si cet outil confirme un petit peu la qualité de ses contenus et que Google continue à mettre en avant ces contenus-là, ce ne sera plus un avantage concurrentiel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. C'est que
Aujourd'hui, avoir SEMrush, c'est pas avoir un avantage en plus. C'est pas un avantage SEO, c'est juste avoir le même outil que tout le monde et avoir les mêmes infos que tout le monde. Et donc forcément, va falloir réussir à trouver d'autres choses pour vous différencier. Soit réfléchir avec votre cerveau pour trouver des choses que les autres n'ont pas trouvées, soit discuter avec vos clients pour trouver des choses que les autres n'ont pas trouvées. Mais en tout cas, ça n'a plus le même avantage qu'il y a quelques années. Et c'est pour ça que moi, j'utilise souvent une autre méthode avec d'autres outils. Et ça, c'est la leçon numéro 9. Je bois une gorgée de café avant ça. C'est un petit décaféiné. J'ai déjà bu du café avant, alors je ne veux pas non plus sauter au plafond. Donc, leçon numéro 9. Ne fais pas la même chose que les autres. Alors moi, j'essaye vraiment en SEO d'avoir une approche qui certes reste conventionnelle, mais qui est un peu moins conventionnelle que les autres. Vous voyez, en termes d'outils, j'utilise Mangools. Mangools, qui est un outil SEO un peu moins connu. Alors là où j'utilise aussi SEMrush, parfois Ahref à côté, même SEO Observer aussi, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais là où j'aime bien Mangools, c'est sur son outil de recherche de mots-clés, Keyword Finder, et ça c'est vraiment là où eux, ils ont mis une grosse partie de leur budget, et je l'ai vu récemment, je travaillais avec un client qui fait de l'intérim, et en fait lui il regardait sur SEMrush, donc il a tapé agence intérim Alsace, et SEMrush lui proposait les gros mots-clés. Agence intérim Colmar, agence intérim Mulhouse, agence intérim Strasbourg. Et en fait, Mangools c'était beaucoup plus puissant parce qu'eux, ils utilisent aussi à côté une petite intelligence artificielle pour trouver des mots-clés. Et ils lui proposaient aussi agence intérim sur des petites villes. Et en fait, il y avait du volume de recherche. Donc tu vois, tu utilises SEMrush et tu utilises une approche très conventionnelle. Tu te dis non, mais je ne vais pas créer une page agence intérim Guebwiller. C'est la petite ville... c'est chez moi ça, parce qu'il n'y a pas de volume de recherche. En fait, tu regardes sur d'autres outils, tu te rends compte qu'il y a du volume de recherche, et donc si tu utilises un peu une approche moins conventionnelle, tu trouves des idées que les autres n'ont pas. Le problème, c'est que maintenant, je parle à tout le monde de Mangools, et je mets plein de clients dessus, donc forcément, ça ne va pas rester un avantage concurrentiel pour longtemps. Et d'ailleurs, vous avez 20% avec mon code, donc profitez-en si vous voulez l'utiliser. Mais en tout cas, le fait d'avoir une approche non conventionnelle, ça vous permet d'avancer et d'aller un peu vous positionner sur des mots-clés ou sur des choses que d'autres n'ont pas fait. Vous voyez, pareil, je n'utilise pas Screaming Frog, j'utilise un autre outil qui s'appelle Website Auditor parce que je le trouve un peu différent. Alors souvent, c'est des outils que j'ai découverts au Royaume-Uni. Donc moi, j'utilise ces outils du Royaume-Uni en France et souvent, ça me permet de constater d'autres choses que d'autres n'ont pas corrigées parce qu'eux, ils vont utiliser leur méthode traditionnelle ou autre encore. Tout le monde est un peu formé à la même enseigne. Moi, j'utilise un peu cette méthode différente. Après, en approche moins conventionnelle, il y a aussi autre chose que je fais, c'est parler avec les clients, pousser mes clients à parler avec eux. Et souvent là-dessus, tes clients vont te poser des questions et tu te dis « mais il faut que je crée un contenu sur cette question, en fait, ça vaut le coup. Il n'y a personne qui l'a fait. » Et là, comme ça te permet de vraiment avancer. Et notamment dans la bière, ça m'a beaucoup aidé à créer des contenus. Simplement le fait d'aller dans des bars et avec modération toujours, mais de découvrir des styles de bière, de découvrir des brasseries. Et à ce moment-là, forcément, tu tapes la brasserie sur un outil de recherche de mots-clés, tu trouves rien. Mais en revanche, quand toi, tu commences à faire un petit peu tes recherches, tu vois que tout le monde est en train de chercher cette brasserie, que ça explose. Et c'est là que ça devient intéressant. Et surtout, sur l'approche moins conventionnelle, il y a aussi autre chose. Et ça, je le souligne toujours à mes clients, c'est que si tu veux te positionner sur Google, il faut faire mieux que les autres. Et souvent, je vois encore trop de monde qui essaye de se positionner sur Google, mais qui font un contenu de la même qualité. Et forcément, Google n'a aucune raison de te mettre en avant. Ton contenu n'est pas mieux que les autres. Il faut toujours réussir à faire un peu mieux au moins que les autres. Alors, un peu mieux, ça peut être plein de choses. Ça peut être mieux en maillage interne. Ça peut être mieux en optimisation sémantique. Ça peut être mieux en qualité du contenu. Ça peut être mieux en réponse à l'intention de recherche. Ou ça peut être mieux en backlink aussi. C'est aussi possible avec des meilleurs liens qui vont pousser un petit peu plus ton contenu. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. C'est vous réfléchissez aux mots-clés auxquels vous voulez vous positionner. À partir de là, vous vous dites, bon, si je veux me positionner sur ce mot-clé-là, comment je peux faire mieux que ce qui existe? Et l'erreur que font beaucoup, c'est qu'ils font le même niveau. Et donc, si tu fais pas mieux, tu n'as pas plus de chances de mieux te positionner que les autres. Donc, vraiment, pensez à faire mieux. Peut-être rajouter des données structurées pour faire mieux que les autres. Et ça vous permet vraiment d'être mieux mis en avant et d'apprendre à faire mieux. C'est quelque chose qui vous change votre game SEO. Et je finis mon café et puis leçon numéro 10. Leçon numéro 10. L'historique de Google. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en SEO aussi, c'est de comprendre l'historique de Google, notamment la création du PageRank. Donc vous savez, au départ, Google, j'ai fait une vidéo sur ça, mais en gros, ils avaient un algorithme principal, ce que les deux fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, ont constaté,
c'est la puissance du PageRank. Je vous mets un extrait de moi qui explique ce que c'est le PageRank dans une autre vidéo. Le principe du PageRank au départ, il est assez simple. En fait, en 98, Larry Page et Sergey Brin, qui sont les deux fondateurs de Google, ils se demandent comment recommander une page web plutôt qu'une autre. Au départ, ce qu'ils vont constater, c'est assez simple, c'est qu'une page populaire, c'est une page sur laquelle il y a beaucoup de visiteurs. Sauf qu'à l'époque, ils ne peuvent pas savoir quelles sont les pages les plus visitées. Ils n'ont pas Chrome, ils n'ont pas Google Analytics, donc ils n'ont pas nos données. Et du coup, ce qu'ils se rendent compte, c'est que les meilleures pages web, c'est toujours celles qui sont le plus recommandées sur le web. C'est les pages qui ont le plus de backlinks, en tout cas le plus de chemins de liens qui y mènent, et c'est aussi celles qui reçoivent le plus de liens internes. Et donc la logique de départ, elle est assez simple. Plus une page va avoir de liens, plus elle aura de chances de se positionner. Et les fondateurs de Google, ils vont simuler des utilisateurs du web à grande échelle, avec des robots bien sûr. Et donc en gros, à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, pour mieux positionner un contenu qu'un autre, à part le lien, ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas savoir quelle page est mieux qu'une autre. Les algorithmes de compréhension du contenu ne sont pas au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Et donc Google, pour positionner une page plutôt qu'une autre, qu'est-ce qu'il peut regarder? La seule chose qu'il peut regarder, c'est les liens. Et eux, ils ont de la chance, c'est qu'à l'époque, ils remarquent que les pages qui ont le meilleur contenu, c'est les pages qui ont le plus de liens. Et du coup, à partir de là, ils décident de mettre en avant les pages qui ont le plus de liens. Mais à l'époque, c'est la seule donnée qu'ils ont. Ils n'ont pas d'autres données. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est scraper le web et à partir de là, créer leur algorithme. Et donc nous, encore aujourd'hui, on est un petit peu dépendant de ça, de quelque chose qui dépendait des conditions d'il y a 10 ans. Sauf qu'aujourd'hui, Google a beaucoup plus de données. Pour commencer, Google, ils ont les données de Google Chrome. Ils ont des données avec Google Analytics, avec Google Search Console. Google Analytics, Google Search Console, ils disent qu'ils ne les utilisent pas. Bon, à la limite, allez, on va se dire qu'ils ne les utilisent pas. Mais Google Chrome, je peux vous dire qu'ils l'utilisent. Et déjà, qu'ils utilisent les données. Et déjà, il y a un truc tout simple. Google, pourquoi là, actuellement, Google fait énormément de pubs pour Google Chrome. C'est dans le métro, c'est en preview des vidéos YouTube. Pourquoi est-ce que Google fait de la pub pour Google Chrome alors que c'est un truc gratuit? C'est parce qu'ils veulent la data de Google Chrome. Et avec les données qu'ils récupèrent de Google Chrome, ça leur permet de faire plein de choses, notamment de mieux positionner des contenus. Et si Google peut mieux positionner des contenus, et ben forcément, les gens réutilisent Google, Google vend plus d'ads, et c'est ce cercle vertueux qui s'engage encore une fois. Et il y a quelque chose à comprendre aussi, c'est que le concurrent de Google, c'est pas Bing. Vous voyez, le concurrent de Google, pour eux, Google, ils considèrent que leur concurrent, c'est Facebook, c'est Apple, c'est Amazon, c'est ce genre de site. Google n'a pas peur de Bing. Et ça, je l'ai vécu moi quand j'étais chez Skyscanner. En fait, Skyscanner, on avait 50% du marché de la comparaison de vol, alors que nos concurrents, ils étaient beaucoup plus bas. Et donc, à partir de là, en fait, un jour, on s'est rendu compte que nos concurrents, c'était plus les autres comparateurs de vol, je ne vais pas forcément citer des noms, mais nos concurrents, c'était Airbnb, c'était Booking, c'était ce genre de site, vous voyez, Expedia. Et en fait, à un moment, on s'est vraiment rendu compte que tes concurrents, c'est pas les concurrents qui font la même chose que toi, c'est d'autres concurrents. Et pour Google, c'est pareil. Et donc, certaines décisions que Google va prendre, la création de Google+, la création des Google Lens ou autre encore, c'est parce que pour eux, leur concurrent, c'est pas Bing. Leur concurrent, c'est autre chose que les moteurs de recherche. Et justement aussi, il faut aussi comprendre aujourd'hui que Google a beaucoup plus de données qu'il n'en avait à l'époque de la création de Google. Et donc, grâce à toutes ces données, ils font évoluer leur moteur de recherche pour essayer de faire quelque chose qui est toujours plus cohérent. Et vous voyez, pareil, les 10 résultats de recherche, c'est quand même extrêmement aléatoire. C'est quelque chose qui s'est fait en 1998 parce qu'ils se sont dit c'est cohérent et on va montrer 10 résultats et ça ne nous coûte pas trop cher pour, en termes de serveur pour montrer 10 pages. Mais peut-être qu'aujourd'hui c'est plus cohérent. Peut-être qu'aujourd'hui 4 pages ça suffit. Vous voyez ? Peut-être qu'aujourd'hui Google, avec tous les infos utilisateurs qu'ils ont, ils vont changer ça parce que leur contexte a changé, parce que l'historique a changé. Réfléchir à pourquoi Google fait les choses, ça vous aide beaucoup à mieux vous positionner en SEO. Et d'ailleurs, par rapport à ça, après, je vous donne un petit secret sur le signal utilisateur, sur le trafic et autres encore, qui va sûrement beaucoup vous aider à améliorer vos sites en SEO. Leçon 11, ne plus avoir peur des mots-clés à 0 de volume de recherche. Alors là, j'ai un exemple récemment, un petit peu de prestation SEO que j'avais fait. Un client qui m'a appelé la semaine dernière, on avait travaillé ensemble il y a 6 mois et qui voulait me proposer une nouvelle prestation.
Et en fait, il me dit, écoute, c'est génial avec les contenus que tu nous as créés. J'ai carrément pu arrêter Google Ads. En fait, j'avais assez de prospects, donc j'ai tout arrêté et je fais plus que le SEO là où tu m'as positionné. Et en fait, ce qui est marrant, parce que j'ai revu un peu la stratégie que j'avais mis en place, c'est que ce client, je l'ai positionné uniquement sur des mots-clés sur lesquels SEMrush ou d'autres outils indiquent 0 de volume de recherche. Et pourtant, ça lui crée des prospects tous les mois. Donc en fait, moi, sur quoi je me suis basé, c'est que j'ai discuté avec lui et il m'a dit, tu vois, ces contenus-là, c'est des choses que les clients me demandent. Alors lui, il est expert comptable et donc par exemple, j'ai créé une page expert comptable SCI, expert comptable LMNP, expert comptable pour PME, ce genre de choses. Et en fait, il m'a dit, grâce à ça, ces mots-clés, on est ultra bien positionnés. Et comme tu nous as ultra bien positionnés là-dessus, ça nous suffit pour avoir des prospects. Donc en fait, vous voyez, les mots-clés à 0 de volume de recherche, il ne faut plus en avoir peur. Peut-être qu'il y a 10 ans, pour la priorisation, c'était important. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'est plus important du tout. Et en fait, si vous sentez qu'il y a du business, créez des pages pour ces mots-clés et visez-les. Et en plus, personne ne va y aller, donc vous allez être seul dessus. Et derrière, tant qu'il y a du business, ça vaut le coup. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment tendance à écouter un maximum les clients et les clients de mes clients. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous permet de créer des pages contre-intuitives et de bien vous positionner en SEO. Et souvent, moi, j'aime bien penser avec l'échelle de l'intention de recherche. Vous savez, souvent, on utilise un peu ce terme, et c'est Laura Blanchard d'ailleurs qui fait une très bonne conférence au SEO by Night à Orléans. On a tendance à dire l'intention de recherche, il y a l'intention de recherche informationnelle, commerciale, transactionnelle et autres encore. Et en fait, ça, c'est un truc qui date, je crois, des années 2000. Hein. Donc aujourd'hui, on est en 2024. Le nombre de recherches sur Google, il a fait x100. Donc vous imaginez le volume de recherche qu'il y a. Il a été multiplié par 100. Je refais. J'aime bien penser en intention de recherche. Ici, c'est l'intention de recherche à 0 d'intention d'achat. Et ici, c'est l'intention de recherche à 100 d'intention d'achat. Et donc, par exemple, un mot-clé comme c'est quoi une perceuse, c'est 0. Il n'y a pas d'intention d'achat. Perceuse, achat perceuse, il y a 100. Comment choisir une perceuse? Si tu réfléchis au départ, tu te dis, ça c'est de l'intention de recherche informationnelle, c'est pas intéressant. Mais en fait, c'est très intéressant parce que la personne qui cherche comment choisir, en fait, c'est quelqu'un qui veut choisir. Donc, il est à 90 sur l'échelle de l'intention d'achat. Si tu lui expliques comment choisir et que tu lui dis laquelle choisir, juste après, il achète. Tu vois? Donc, en fait, même si tu te dis, tu penses un peu à la manière classique, ça, c'est comment choisir. Donc, c'est informationnel, c'est pas très important pour moi, je le ferai plus tard. Mais en fait, en réalité, sur l'échelle d'intention, c'est tout près de l'achat. Et donc, c'est très important de créer ton contenu de qualité à ce sujet. Et justement, ça, c'est un truc que j'explique toujours en coaching. Moi, à l'époque, j'avais fait un événement et à la soirée, j'avais discuté un peu avec quelqu'un de SimilarWeb. Et donc, il m'avait expliqué, il y avait... je ne sais pas si tout ce qu'il m'a dit, il avait le droit de le dire, mais en fait, il m'a expliqué comment fonctionnaient les outils de moteur de recherche. Et il m'a dit, en fait, nous, on rachète les données des petites extensions. Vous savez, les adblogs sur Google, ce genre de choses, qui disent qu'ils ne collectent pas vos données. Mais en fait, eux, ils rachètent leurs données. Et à partir de là, après, ensuite, avec un système complexe d'algorithmes, ça leur permet de deviner un peu le volume de recherche d'un mot-clé. Et donc, forcément, les outils de recherche ne peuvent jamais être à jour par rapport à ça. Je crois que chaque jour, c'est 30% de mots-clés qui n'ont jamais été tapés et qui sont tapés sur Google. Donc ça, il faut que je vérifie cette donnée avant de vous la donner, mais prenez-la avec des pincettes, comme j'ai tendance à le dire. Mais rien que ça vous laisse imaginer en fait le nombre de recherches, de nouvelles recherches qu'il y a régulièrement sur Google. Donc ça, vraiment, volume de recherche à 0 de volume. Si vous savez qu'il y a un intérêt business, n'ayez pas peur, allez-y. Et ce client-là dont je vous ai parlé, c'en est vraiment la preuve. C'est que du mot-clé à 0 de volume de recherche. Et pourtant, il a des prospects toutes les semaines par dizaines. Il a carrément arrêté les ads parce qu'il n'arrivait plus à gérer tous les prospects. Leçon 12, l'épineux cas du duplicate content. Alors le duplicate content, le contenu dupliqué, souvent je remarque qu'on s'en fait un peu toute une montagne en SEO. Je vois plein de SEO qui ont peur, qui disent « Ah non, mais mes deux articles sont trop similaires, j'ai peur. » Alors, ce n'est pas forcément des SEO expérimentés, c'est plus des personnes qui sont à un niveau intermédiaire, on va dire. « Ah, j'ai peur, mes contenus se ressemblent trop, mes 2 pages de vente se ressemblent trop, ou autre encore. » Alors, en réalité, le contenu dupliqué, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que je vais vous raconter un peu mon expérience et ce que j'ai vu. C'est que souvent, ce que je constate sur le contenu dupliqué, notamment en SEO programmatique, c'est que en réalité,
il y a des sujets où forcément le contenu va être un peu le même. Par exemple, si je loue des planches de surf et que j'en loue à Biarritz et à Osgore, et ben, à la fin de la journée, la location d'une planche de surf, ce que je vais mettre dans mon contenu, c'est plus ou moins la même chose. Je ne vais pas pouvoir réinventer la roue. Vous voyez, je ne vais pas pouvoir dire non mais à Osgore, la location d'une planche de surf, c'est différent parce que la planche de surf n'a pas la même taille. Non, à la fin de la journée, tu loues la même chose à Biarritz et à Osgore. Donc forcément, le contenu va être assez similaire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, la réalité sur le contenu dupliqué, là où Google peut potentiellement te mettre une pénalité, et encore, après je vais vous parler des exemples où j'ai vu des pénalités, et franchement, c'est très très rare, c'est si vraiment tu vises la même intention de recherche et que tu mets plusieurs pages qui se ressemblent énormément sur la même intention de recherche. À titre d'exemple, si maintenant tu fais location de planche de surf à Biarritz au centre-ville, tu fais une page comme ça. Tu fais également la même page location de planche de surf Biarritz. Tu fais également la même page location de planche de surf rue du Dôme à Biarritz. Bon, là, effectivement, tu es en train vraiment de faire des pages qui se ressemblent beaucoup et Google peut avoir du mal à choisir entre ces différentes pages. Mais entre une page location d'une planche de surf à Biarritz et à Osgore, franchement, le texte, forcément, il va être similaire et ça ne sert à rien de réinventer la roue et de faire un texte différent. Parce qu'en plus, les algorithmes de contenu dupliqué, c'est aussi des algorithmes qui vont détecter la similarité. Donc en fait, moi, je conseille de mes tests, de ce que je vois, de ne pas se prendre la tête avec ça et de vraiment, ce qu'il faut faire, en fait, c'est regarder est-ce que mes deux pages visent une intention différente et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir deux pages différentes. Alors, pour savoir si ça vaut le coup d'avoir deux pages différentes, c'est très simple. Vous tapez votre mot-clé sur Google. Donc là, on tapera location planche de surf Biarritz. On voit ce qui ressort. Et ensuite, on tapera location Biarritz, page de surf Biarritz centre. On verra tout ce qui ressort. Et si ce sont exactement les mêmes pages qui ressortent, ça ne sert à rien de faire deux pages différentes parce qu'en fait, c'est la même intention de recherche. Donc voilà, sur le contenu dupliqué, il ne faut pas non plus avoir peur que vos pages se ressemblent parce que forcément, sur des sujets très très similaires, vos pages vont se ressembler. C'est juste que l'intention est différente et la ville va être différente. Donc pensez-y vraiment à ce niveau-là. Sur le contenu dupliqué sur votre site en interne, franchement, il n'y a pas non plus énormément de risques. Les cas de contenu dupliqué où vraiment on voit quelque chose, c'est par exemple, il y a un bon exemple, c'était lemonde.fr qui en fait avait une page, et je crois qu'ils l'ont supprimé, mais c'était un exemple, c'était une page catégorie actualité qui avait exactement les mêmes contenus que la page actualité Moyen-Orient, on va dire, pour donner un exemple, ou actualité Moyen-Orient et actualité Maroc qui sont exactement les mêmes pages. Voilà, ça vous donne un petit peu un exemple de plus ce qui peut arriver et ce qui est vraiment du duplicate content. Mais si vous avez deux pages où le contenu est similaire mais que vous visez juste deux villes différentes, vous prenez pas trop la tête avec ça. C'est pas tout à fait du duplicate content. Alors, c'est ce que je constate en tout cas sur mes tests. Un cas où j'ai vu vraiment une pénalité de duplicate content, à l'époque, c'est le directeur marketing de Star of Service qui m'en avait parlé. Et eux, ils ont vu vraiment une pénalité. Mais alors, je ne sais pas précisément tout ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas s'ils faisaient des backlinks un peu sales, comme on a tendance à dire, ou autre. Mais en tout cas, il m'a dit qu'ils avaient beaucoup de pages similaires. Donc, par exemple, la page plombier Strasbourg. Ils avaient créé une page plombier Strasbourg rue je sais pas où. Et en fait, c'est vrai que les pages se ressemblaient énormément. Et là-dessus, ils ont eu une pénalité. Après, je ne sais pas précisément, est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'il y avait d'autres sujets? Voilà, il faudrait vraiment analyser tout le cas, mais moi j'ai quand même vu très peu de pénalités pour du duplicate content dans ma vie. Et je vous conseille sur vos sites quand même de ne pas non plus commencer à avoir trop peur, sauf si vraiment vous faites des pages trop similaires. Si vous avez une page canapé 3 places, canapé 3 places et demi, et que c'est exactement le même contenu, là peut-être. Et encore, il faudrait vérifier si c'est différentes intentions de recherche. Pourquoi pas? Parce qu'à un moment, canapé 3 places, tu ne peux pas non plus réinventer la roue, quoi. Ce que tu peux dire sur un canapé 3 places, c'est plus ou moins la même chose que ce que tu peux dire sur un canapé 3 places bleu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, le contenu va se ressembler et Google en est conscient aussi, ou les autres moteurs de recherche en sont conscients. Leçon 13, l'intention de recherche évolue. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai regardé récemment, notamment sur mon blog sur la bière. Moi, à l'époque, j'avais créé beaucoup de contenus. C'était des contenus guides complets. Donc, vous voyez, c'était
On va prendre un style de bière, l'IPA, l'India Pale Ale. India Pale Ale, le guide complet. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, ça se positionnait très bien, parce que forcément, j'apportais quelque chose en plus. Et en fait, l'intention de recherche, petit à petit, elle a évolué. Aujourd'hui, les gens qui tapent un India Pale Ale sur Google, en fait, ils veulent savoir ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont vu dans un bar IPA, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, tu vois qu'en fait, moi, je suis plus positionné maintenant, je suis page 50. Et tous ceux qui se positionnent, c'est juste des articles qui répondent à la question India Pale Ale, c'est quoi? C'est quoi ce style de bière? Et je l'ai vu aussi, à contrario, dans la bière sans alcool. Pendant longtemps, j'étais premier sur ce mot-clé bière sans alcool. Et en fait, au bout d'un moment, l'intention de recherche a évolué. Et aujourd'hui, quelqu'un qui tape bière sans alcool sur Google, vous pourrez le faire, vous verrez que toutes les réponses, c'est uniquement des pages d'achat. C'est uniquement des pages de vente. Donc en fait, l'intention de recherche a évolué là-dessus. Et moi, il faudrait que je fasse évoluer aussi mon contenu. Pourquoi pas bière sans alcool, lesquelles acheter pour potentiellement continuer à me positionner. Et là-dessus, il y a une méthode que j'aime beaucoup, c'est Amandine Barthes qui en a parlé dans le podcast Position Zéro quand on l'a invité avec Thomas. Je vous mets un extrait de ce qu'elle raconte, ça s'appelle les mots-clés pépites. Ce que j'aime bien dans les mots-clés pépites, c'est que le concept, c'est vraiment que tous les jours, vous allez aller voir sur la SERP, vous allez aller taper votre mot-clé. Et comme ça, ça vous permet de voir les évolutions. Ça vous permet de constater. Vous voyez, à l'époque, moi, que je me rappelle, bière sans alcool, je le tapais. À un moment, je suis passé deuxième. Et devant moi, c'était la page de vente de Carrefour. Et donc là, en fait, j'aurais pu déjà me dire, tiens, l'intention de recherche est en train d'évoluer. On est en train de passer sur de l'achat. À moi de changer ma page pour faire quelque chose de mieux. Leçon 14. Google adore le trafic. Alors ça, c'est quelque chose, on ne le savait pas au début, mais on le sait, on commence à le deviner, c'est que Google est de plus en plus sensible au signal utilisateur et notamment au trafic. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Pour commencer, un petit peu un exemple. Moi, la première fois que je l'ai constaté, c'est un moment, j'ai fait un article sur les 10 brasseries à suivre dans la bière en 2021. Et en fait, à un moment, par hasard, il y a une brasserie qui est tombée dessus et qui l'a partagée sur son Facebook. Et d'un coup, je vois une courbe comme ça. À l'époque, sur ce site, je faisais une centaine de visiteurs par jour. Et d'un coup, du jour au lendemain, j'ai une journée où je fais 1000 visiteurs grâce à cet article qui a été partagé des dizaines de fois. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que le lendemain, je passe en visiteurs organiques à 150 visiteurs jour. Donc vous voyez, ça faisait 3 mois que j'étais à 100 visiteurs jour. Il y a un pic et je passe à 150 visiteurs jour d'un coup. J'ai pas eu de nouveau backlink, j'ai rien eu de nouveau et pourtant, je passe à 150 visiteurs en organique depuis Google. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement que Google a vu que mon site a pris un pic de trafic. Il s'est dit, tiens, ce site, il a l'air cohérent, il a l'air fiable. Je vais le mettre un peu plus en avant sur certaines requêtes et comme ça va me permettre un petit peu... Et moi, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de trafic. Et donc, vous voyez, là, on constate quand même que Google, il est sensible aux signaux utilisateurs et donc également au trafic. Alors, ce qui se passe, c'est tout simple, c'est que Google, et ça, je vous l'ai dit en début de vidéo, Google, il a le Google Chrome, il a plein d'autres trucs qui lui donnent un petit peu des data utilisateurs. Et d'ailleurs, récemment, ça avait fuité lorsque Google était en procès. Et ça, c'est Kevin Indig, le ex-Head of SEO de Shopify, que je vous invite à suivre, ce qui est vraiment intéressant ce qu'il raconte. Et en fait, il racontait que, donc lui, il a vraiment fait une analyse détaillée sur ce qui était ressorti du procès de Google. Et en fait, Google, on a appris que, même s'ils ne l'ont jamais annoncé, ils ont toujours dit que le signal utilisateur, c'était pas important, qu'ils n'utilisaient pas les données ou autre encore. Et bien en fait, au procès, c'est ressorti. Google utilise les signaux utilisateurs et y est beaucoup plus sensible que ce qu'on ne croit. Donc vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose d'important à constater, c'est que Google aime le trafic, Google aime les signaux utilisateurs, et que si vous n'êtes pas capable de montrer que votre site a une autre source de trafic que le SEO, et bien potentiellement, ça va vous faire remonter. Et c'est toujours la même histoire, c'est toujours la fiabilité, c'est toujours la confiance, et Google veut être sûr qu'il peut vous faire confiance. Et quoi de mieux que du trafic et du signal utilisateur pour vous faire confiance. Il n'y a sûrement rien de mieux. Et c'est pour ça que parfois, récemment, là, c'est pas mal ressorti dans des conférences SEO notamment, c'est que trafic, c'est un peu de new backlink. Et ça, c'est des personnes qui vraiment font des tests SEO et merci à eux. Donc voilà, il y a différentes personnes qui en ont parlé, notamment au SEO by Night.
Donc je vous invite vraiment à aller aux conférences SEO parce que vous apprenez des choses que vous n'êtes pas encore. Et en fait, ces personnes-là, notamment c'était Clément Pessot, qui en fait lui a mis des mots sur quelque chose que je constatais de mon côté. Et du coup, voilà, maintenant je vous l'annonce un petit peu, donc soyez sensibles aussi à ça. Leçon 15, tu peux ranker sans backlink, mais est-ce que tu le veux vraiment? Alors là, je vais vous donner un exemple, c'est un blog sur le jean où je me positionne sur plein de requêtes. J'ai jamais eu de backlink, que ce soit naturellement, alors j'en ai peut-être un ou deux naturellement, mais juste sur ce blog, la seule chose que j'ai essayé de faire, c'est faire le meilleur contenu possible et ça me suffit à me positionner. Et ça fait des années que je n'ai pas ajouté de nouveau de contenu et juste, ça me suffit à me positionner. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe sur ce site, et ça c'est la dure réalité qu'il faut apprendre aussi, c'est que certes j'arrive à me positionner sans backlink, c'est très cool, tant mieux, ça ne va pas coûter cher, mais il faut aussi savoir que ce site c'est un site qui fait 50 € par mois, grand maximum, et parfois je gagne 25 € avec ce site par mois. Donc certes je suis premier sur plein de requêtes, et en fait qu'est-ce qui se passe? C'est juste que sur ces requêtes, c'est moi qui fais le meilleur contenu, mais il n'y a personne d'autre qui crée de nouveaux contenus dessus, il n'y a pas de concurrence, et en fait, il n'y a pas de business. Il y a très très peu de business. Donc, vous voyez, 25 € par mois, c'est pas grand-chose par rapport au travail que j'ai investi dans ce blog. Donc après, je pourrais optimiser le business model. Il y a toujours plein de choses à faire. Mais soyons francs, quand même, il faut le souligner, les endroits où il n'y a pas beaucoup de backlink, eh ben, en général, ce n'est pas des domaines très concurrentiels et ce n'est pas non plus des domaines où il y a énormément de business. Il faut être honnête. Vous voyez, vendre des tables ou autre, c'est quand même des domaines où il y a du business et donc voilà. Et après, il n'y a pas de secret quand même. Souvent, les endroits où il y a du business, ça demande du temps à investir. Donc voilà. Bien sûr, vous pouvez ranker sans backlink. Bien sûr, si vous savez faire une bonne recherche de mots-clés, comme je vous l'ai dit à la leçon 1, vous pouvez faire plein de choses. D'ailleurs, j'en reparle dans la leçon suivante. Mais malgré tout, sachez que là où il y a du backlink, souvent il y a du business et que voilà, faut y penser aussi. Allez, je vous fais la leçon 16 et d'ailleurs après je vous parle leçon 18 de ce qui est selon moi un des plus gros facteurs de positionnement sur Google, un des plus gros facteurs de ranking. Donc, leçon 16, parfois Google met ce qu'il y a de mieux et c'est pas fameux. Et bien en fait ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre, c'est que si vous êtes sur un nouveau sujet, parfois vous allez voir Google il n'a pas toujours une bonne réponse. Si sur un sujet personne n'a créé de contenu de qualité, et bien en fait Google va mettre ce qu'il a de mieux. Et parfois, ce qu'il a de mieux, c'est pas fameux. Et c'est pour ça que vous pouvez, si vous êtes bon en recherche de mots-clés, vous pouvez trouver des opportunités. Mais il faut accepter aussi que parfois Google met juste ce qu'il a de mieux. Et donc si vous êtes juste capable de mieux répondre à l'intention de recherche, et ben vous allez gagner là-dessus. Ce genre de mots-clés, ça se fait de plus en plus rare, mais si vous êtes encore capable d'en trouver, allez-y. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut écouter ses clients. Leçon 17, l'importance du SEO défensif. Alors le SEO défensif, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer par une vidéo des frères Perronnet qui sont venus dans mon podcast SEO Position 0. Donc je vous mets l'extrait tout de suite. Alors en fait, une erreur qu'on fait souvent en SEO, c'est que quand on a la première position, on s'arrête. On arrête de créer du contenu, on arrête de faire du backlink ou autre. En fait, la réalité, et ça, il faut vraiment l'apprendre, c'est que tout est concurrent. Eux, ils continuent. Et moi, je l'ai vu notamment dans la bière. À un moment, sur les tireuses, j'étais vraiment très très bien placé en première position. Je gagnais un peu d'argent en affiliation, mais ça ne suffisait pas non plus à acheter énormément de liens. Et en fait, tous mes concurrents m'ont dépassé parce que eux, ils continuaient à acheter du lien. Eux, ils continuaient à créer des contenus. Et moi, j'étais à côté, je faisais pas trop de netlinking, je faisais plus trop de maillage interne. Je m'étais dit, c'est bon, je suis premier, vacances, je suis tranquille. Mais en fait, la position 1, c'est un loyer, c'est rien d'autre. Ça, c'est Thomas Meyer qui le dit souvent, mon ami. Petite dédicace. Et la réalité, c'est qu'il faut faire du SEO défensif, comme l'ont expliqué les frères Perronnet. Et pour ça, c'est quoi le SEO défensif? C'est continuer à faire du maillage interne, continuer à faire des cocons autour de tes contenus pour continuer à les booster. Leçon 18. Voici le plus gros facteur de ranking. Alors, le plus gros facteur de ranking, c'est Patrick Valibus qui me l'a donné de manière assez drôle. Et je vous mets le petit extrait dans Position 0 ici. Alors bien sûr, là, Patrick, il le dit de manière un petit peu, en rigolant, entre guillemets. Il y a du vrai dans ce qu'il dit quand même.
Parce que plus tu as de budget, plus tu peux créer des contenus, plus tu peux faire du jus, plus tu peux faire du maillage interne, plus tu as de budget, plus tu peux recruter des SEO de qualité, plus tu as de budget, plus tu peux faire du backlink. Il faut quand même voir une réalité, même si on peut être malin, le SEO n'est pas gratuit. Le SEO, ça a un coût. Je ne vous parle même pas de la formation, mais juste le temps que vous allez y investir. En revanche, une fois que vous êtes bien positionné, effectivement, le SEO, il y a cette inertie qui est très puissante, mais le SEO n'est pas gratuit. Ça, il faut en être conscient. Je pense que ça reste moins cher que d'autres moyens de faire de la publicité. Et encore, il faudrait regarder. Mais moi, je le vois sur tous mes clients qui viennent vers moi en coaching. Souvent, c'est des clients qui déjà ont dépensé beaucoup en ads, sont bons en ads, sont bons en prospection, sont bons dans un canal et ils veulent développer un autre canal pour continuer à faire grandir ton business. Et ça, c'est vraiment le meilleur moment. C'est quand tu es bon sur un canal, tu veux continuer à faire grandir ton business, tu vas aller chercher un autre canal d'acquisition. Leçon 13, l'intention de recherche évolue. Alors ça, c'est quelque chose, on me l'avait dit, mais je me suis quand même laissé piéger. Alors je vais vous donner un petit exemple. Comme toujours, je commence avec un exemple. Vous savez, sur mon blog sur la bière, à titre d'exemple, pendant longtemps, j'ai créé des articles qui étaient un petit peu des articles guide complets. Donc on va dire la bière IPA, c'est un type de bière, c'est un style de bière, India Pale Ale, le guide complet. Et en fait, à chaque fois, ça me permettait de me positionner parce que j'avais plus de contenu que mes concurrents et que mon contenu était souvent de meilleure qualité. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, et ça je l'ai remarqué récemment, l'intention de recherche, elle a évolué. Et ce que j'ai vu, c'est qu'aujourd'hui, quand tu tapes IPA ou India Pale Ale, tous les articles ils répondent à la question « l'IPA, c'est quoi ? C'est quoi l'India Pale Ale ?» Mais en fait, pourquoi est-ce que ça arrive ? C'est tout simplement que l'intention de recherche, elle a évolué et qu'aujourd'hui, les gens qui cherchent India Pale Ale, en fait, ils cherchent ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Là où il y a 10 ans, ceux qui cherchaient ça, pas il y a 10 ans, il y a 5 ans, le mec il se fait plus vieux. Il y a 5 ans, l'intention de recherche elle était un peu différente parce qu'en fait, les gens qui cherchaient ce terme, c'était déjà plus ou moins des experts ou des personnes qui connaissaient déjà un peu la bière et donc ils voulaient des informations complémentaires. Donc vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose à faire. Et après, je vous donnerai la technique un peu à utiliser. Mais avant ça, un autre exemple. Vous voyez sur les bières sans alcool, sur le mot-clé bière sans alcool, pendant longtemps, avec mon blog, j'étais premier. Et en fait, un jour, j'ai vu apparaître une page de vente. Donc c'était la page de vente de Carrefour. Qui d'un coup est apparue comme ça en deuxième position, juste après moi. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. Et en fait, aujourd'hui, si vous tapez bière sans alcool, vous n'avez plus que des pages de vente. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3-4 ans, c'était une micro-niche, les gens qui cherchaient de la bière sans alcool. Ils ne voulaient pas acheter, ils voulaient juste savoir est-ce que ça existait ou autre encore. Là où aujourd'hui, les gens qui tapent bière sans alcool, ils veulent acheter de la bière sans alcool. Et donc forcément, moi, petit à petit, je me suis retrouvé moins bien positionné. Et pour ça, il y a une technique un petit peu pour réussir à ne pas se faire piéger par ça. Il y a une technique que j'aime beaucoup, c'est la technique qu'a donnée Amandine Barthes, qu'elle appelle les mots-clés pépites. Je vous mets l'extrait juste maintenant. On commence comme ça. Un petit check sur SEMrush, des positions, est-ce que ça a bougé ou pas. Notamment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a 10 mots-clés, c'est nos mots-clés pépites. C'est ceux sur lesquels, pour rien au monde, il faut qu'on bouge. Les golden keywords. Que ce soit conversion ou ça nous apporte beaucoup de trafic. Et on s'est fait une petite liste de mots-clés dans SEMrush qui nous permet de la suivre très facilement. Et tous les jours, on va checker est-ce que l'intention de recherche, elle a bougé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous est passé devant ? Si oui, pourquoi et comment ? Donc les mots-clés pépites, le concept c'est tout simple, simplement que tous les jours, pour certains mots-clés, vous allez aller regarder la SERP. Et vous voyez sur l'exemple des bières sans alcool, si dès le début, dès le premier jour, j'avais vu que l'intention elle changeait, peut-être que j'aurais fait évoluer mon article, peut-être que j'aurais fait meilleure bière sans alcool ou les acheter beaucoup plus vite que là maintenant. J'ai attendu d'être en 10e page avant de le faire. Et maintenant, je suis tellement loin que c'est beaucoup plus difficile de revenir. Et encore une fois, on en revient au concept du SEO défensif. Quand vous êtes en première position, le boulot, il continue. Il faut continuer à faire du backlink. Il faut continuer à faire des cocons, du maillage interne. Il ne faut juste pas toucher au contenu. Mais le reste, il faut continuer à le faire
parce que vos concurrents, eux, ils continuent à charbonner et je peux vous dire qu'il y a une chose qu'ils veulent, c'est vous prendre votre place. Leçon 14. Google aime le trafic. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a quelques années. En fait, j'avais mon blog sur la bière. À l'époque, il faisait une centaine de visites par jour. Et d'un coup, j'ai eu une publication Facebook d'un article que j'avais fait avec la technique des 3 mousquetaires dont j'ai déjà parlé. Et je vous invite à aller voir la vidéo. Et en fait, cet article, d'un coup, ça m'a fait 2000 visiteurs sur une journée. Vous voyez, parce que l'article il est parti un peu viral et d'un coup, j'ai pris 2000 visiteurs. Et en fait, après ça, j'ai constaté quelque chose d'assez surprenant, c'est que d'un coup, mon site, c'était plus un site qui faisait 100 visiteurs par jour, mais un site qui faisait 150 visiteurs par jour. En fait, d'un coup, le fait d'avoir explosé sur Facebook, ça a fait que Google a mis mon site dans une autre catégorie et je faisais plus 100 visites en organique par jour, je faisais 150 visites en organique par jour. Parce que oui, je n'ai pas précisé, je suis passé de 100 visites en clic Google organique, à 150. Et pourtant, je n'ai pas fait de backlink, j'ai rien fait. Il y a juste eu un signal de trafic. Et ça, encore une fois, c'est la preuve que Google, et j'en reparle encore après, mais c'est la preuve que Google est très sensible au signal utilisateur. Et c'est pour ça que parfois aujourd'hui, dans les conférences SEO, on commence un peu à entendre ce terme, traffic is the new backlink. Et ça, franchement, on le voit si vous faites vos tests. Et je l'ai vu aussi à l'époque chez Skyscanner. Quand on avait une page qui prenait, d'un coup, en fait, tu vois que sur Google aussi, tu commences à prendre des positions. Tu n'as rien fait, tu n'as pas fait de backlink, tu n'as pas changé ton contenu. Mais en fait, comme tu as eu du trafic, tu gagnes aussi des positions sur Google. Et c'est ce que je vous dis d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit avant. Google Chrome, aujourd'hui, Google, ils ont Google Chrome. Ils font de la pub pour Google Chrome. Donc, c'est dire s'ils veulent des utilisateurs de Google Chrome. Ils ont potentiellement Google Analytics, Google Search Console. Allez, à la limite, on va se dire que Google Analytics, ils ne l'utilisent pas, les données, ça ne les intéresse pas. Pourquoi pas? Mais Google Chrome, ils utilisent les données pour savoir ce que vous faites et forcément pour donner des meilleures réponses. C'est leur business. Plus ils vont donner de bonnes réponses aux personnes qui recherchent, plus ils vont gagner de l'argent. Et d'ailleurs, récemment, Google avait été jugé, ils avaient eu un procès récemment. Et il y a Kevin Indich qui est le Head of SEO, le ex-Head of SEO de Shopify, qui a livré pas mal d'informations sur ce procès. Il a beaucoup suivi et documenté ce qui s'était passé. Et justement, une des plus grandes révélations, c'était que Google se basait énormément sur le signal utilisateur. Alors même que ça faisait des années qu'ils disaient non, le signal utilisateur, c'est un truc mineur, on n'y attache pas trop d'importance. Et pourquoi ils font ça? Ils disent ça, c'est ce que je vous ai dit première partie de la vidéo, tout simplement parce que s'ils disent à tout le monde que le signal utilisateur ça marche et c'est important, qu'est-ce qu'on va tous faire? On va aller simuler du trafic, depuis Facebook et eux, leur algorithme, il va un petit peu partir en live. Donc vous voyez, c'est encore une preuve que le signal utilisateur est utilisé par Google. Leçon 15, tu peux ranker sans backlink, mais est-ce que tu le veux vraiment? Ça, c'est la question. Alors vous savez, moi j'ai aussi un blog sur le jean, et sur ce blog sur le jean, j'ai du bon contenu, mais un maillage interne qui est OK, mais j'ai aucun backlink. Je n'ai jamais fait de travail de backlink, j'ai peut-être un lien qui est venu naturellement, et pourtant je suis positionné, c'est un site qui fait 200 visites par jour, alors là ça a un peu baissé récemment, mais vous voyez c'est un site honorable, avec 200 visites par jour, pourtant pas de backlink. Je suis au-dessus d'Amazon, je suis au-dessus de plein de gros sites sur plein de positions. Mais à côté de ça, il faut aussi savoir que c'est un site qui gagne 25 balles par mois. Donc vous voyez, je suis bien positionné, je fais du trafic, mais il n'y a pas beaucoup de business. Et là où il y a du business, en général, va falloir faire du backlink. Vous voyez le casino, ce genre de truc, il y a énormément de business, il y a énormément d'argent à gagner là-dessus. Alors moi je fais pas, c'est pas mes niches, ça m'intéresse pas tant que ça. Il n'y a pas de secret, il faut faire du backlink. Parce que optimiser son contenu, plus ou moins tout le monde sait le faire. Vous voyez, rajouter du texte, optimiser du texte avec les sémantiques, c'est pas compliqué. En revanche, faire du lien, là c'est le budget. Et d'ailleurs j'en parle dans une leçon, je crois que c'est la leçon 17 ou 18, donc on va arriver vers le bout. Mais faire du backlink, sur les niches où il y a de l'argent, c'est obligatoire. Tu peux pas t'en passer. Et c'est ce que je disais, faire un bon contenu, à un moment, tout le monde y arrive. Donc tout le monde a un bon contenu. Donc Google, il a plus qu'une chose. À la limite, il y a le signal utilisateur. Mais apparemment, ça n'existe pas selon eux. Mais derrière Google, il n'a plus qu'une chose, c'est le backlink et éventuellement, comme dit, le signal utilisateur pour juger de la qualité d'un contenu. Leçon 16, parfois Google met ce qu'il a de mieux. Et c'est pas toujours fameux. Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'ai constaté sur Google, c'est que parfois sur certains mots-clés, il a rien quoi. Il faut savoir que je crois que par jour, il y a une statistique, c'est quelque chose du genre 30% des termes cherchés sur Google n'ont jamais été cherchés auparavant. Donc vous voyez, c'est pour ça que
Les outils de mots-clés ne peuvent pas être à jour tout le temps. Google ne peut pas proposer des réponses optimisées tout le temps. Et il y a plein de mots-clés sur lesquels il n'a pas de réponse. C'est pour ça que les mots-clés à 0 de volume, ça a de l'intérêt. Surtout si vous savez qu'il y a du business derrière. Et franchement, moi je suis tombé sur plein de requêtes que j'ai tapées sur Google. Je vois que sur ma Search Console, il y a 100 impressions par mois. 100 impressions par mois, ça fait 100 recherches, ça peut faire 100 visiteurs. Sur un mot-clé business, 100 visiteurs, si tu convertis à 10%, ça te fait 10 clients. Donc bref, ça peut être intéressant, mais vous voyez, parfois Google n'a pas de réponse à fournir et il va donner ce qu'il a de mieux. Et ce qu'il a de mieux, parfois, c'est pas fameux. Donc vous, c'est là qu'il y a une opportunité pour bien vous positionner et en profiter. N'hésitez pas, si vous voyez une requête où il n'y a pas de bonne réponse de Google, ça va être très simple de se positionner ensuite. Leçon 17, l'importance du SEO défensif. Alors le SEO défensif, c'est quelque chose qui a été abordé dans mon podcast par les frères Perronnet, c'était Sylvain Perronnet qui l'avait abordé. Donc vous l'avez compris, le principe du SEO défensif, c'est que quand vous êtes premier, il n'y a plus besoin de changer ton contenu. Mais en revanche, quand vous êtes premier, il faut continuer à faire du lien, il faut continuer à faire des cocons autour de vos articles, faire du maillage, faire des contenus un peu similaires pour booster vos pages, pour envoyer du jus. Et tout ça, c'est obligatoire. Et si vous ne le faites pas, vous êtes en train de vous mettre une grosse épine dans le pied. Pourquoi ? Premièrement, parce que pendant que vous ne le faites pas, vos concurrents, eux, ils font. Vos concurrents, eux, ils continuent à acheter du backlink. Et moi, je sais qu'à un moment, sur les tireuses à bière, j'étais très, très bien positionné sur le blog sur la bière. Et en fait, les concurrents, ils ont continué à faire du lien quand moi, j'ai arrêté. Je n'avais pas trop de budget parce qu'avec l'affiliation, je ne gagnais pas énormément. Tout ça, tu le vois, tu vois qu'eux, ils commencent à te dépasser. Et chez Skyscanner, je l'ai beaucoup vu aussi. À un moment, on a arrêté de booster les pages, certaines pages. On s'est consacré plus à optimiser d'autres sujets. Et ben, les concurrents, ils nous dépassaient parce qu'eux, ils continuent. Eux, ils continuent à faire du branding, ils continuent à acheter du lien. Donc, quand vous êtes premier, on n'arrête pas. On continue à bosser. On bosse juste de manière un peu plus tranquille parce qu'on sait qu'on a la top position. Mais on ne la lâche pas, on s'y accroche. Leçon 18. Le budget est peut-être le plus gros facteur de ranking. Alors ça c'est Patrick Valibus qui l'a dit sur mon podcast, mais ça n'enlève pas une réalité, c'est que quand tu as du budget, qui dit du budget dit plus de contenu, plus de backlink, et à un moment, plus tu as de budget, plus tu as moyen de bien faire du SEO. N'oubliez pas que le SEO c'est pas gratuit, le SEO il y a quand même de l'argent à mettre, et alors bien sûr, tu peux avoir énormément de budget et faire n'importe quoi, c'est aussi possible. Mais quand même, si tu as des bons SEO, si tu as des personnes qui s'en occupent bien, et derrière, ça peut payer et le budget, ça reste un gros facteur pour ton ranking. Et vous voyez, il n'y a pas de secret. Quand j'étais chez Skyscanner, on était une équipe de 10 personnes. Moi, j'étais responsable d'abord marché français, après Europe, Middle East et Africa. Mais honnêtement, on avait toute une équipe de développeurs qui travaillaient avec nous. On mettait du budget. Donc vous voyez, le petit comparateur qui voudrait arriver et qui partirait de rien, et quand même, faut y aller derrière avant de nous rattraper. Et même si nous, on faisait pas de budget en netlinking, mais rien que le fait de publier des pages sans cesse, rien que ça, il faut du budget pour y arriver. Leçon 19, patience est mère de vertu. Alors ça, c'est une leçon que j'ai plus ou moins apprise la semaine dernière parce que j'ai un client qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute, donc il voulait me demander une autre mission. J'avais travaillé pour lui en prestation SEO et il me dit... Écoute, ça a tellement bien marché ce que tu as fait qu'on a arrêté les publicités, j'arrive plus à gérer tous les prospects. Donc on a arrêté Google Ads et tout ça. Lui d'ailleurs, fun fact, je l'ai positionné essentiellement sur des mots-clés à 0 de volume de recherche. Et on n'avait pas forcément de budget de netlinking. Donc je lui ai dit, bien sûr, mais il va falloir être patient. Et en fait, au bout de quelques mois, sur ces mots-clés, tac, on est arrivé, on s'est positionné. Première position, diversification des mots-clés. Et en fait, parfois, en SEO, tu as un peu deux choix si tu as bien fait ton travail. Et c'est là que c'est très important d'avoir un SEO à tes côtés. Et c'est pour ça que moi, j'ai lancé mon programme de coaching en SEO. C'est qu'en fait, faut apprendre à trust the process. Et le problème, c'est que quand tu es débutant, que tu connais pas trop le sujet, c'est très difficile de trust the process, de croire dans le processus. Parce que, en fait, tu te dis non, mais est-ce que j'ai mal fait les choses ? Et donc, tu continues à changer des choses, tu continues à changer et tu te frustres et tu n'y arrives pas. Mais en fait, en SEO, une fois que tu as bien fait ton contenu, que tu l'as bien fait, que tu as bien analysé ta concurrence, tu attends, tu regardes comment ça se positionne, tu regardes comment ça évolue. Si au bout d'un mois, ça évolue pas, tu rajoutes un peu de backlink, un petit budget, tu y vas. Et puis petit à petit, tu avances comme ça, tu as testé des liens pas trop chers en backlink, tu vois que ça donne rien, tu vas acheter quelques liens plus premium, tu vas apprendre comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. C'est très difficile quand je dis trust de process.
Ça paraît simple quand je le dis comme ça, mais en réalité, je sais que c'est très compliqué. Mais en SEO, patience est mère de vertu. Leçon 20, toujours faire mieux que l'existant. Alors ça, c'est quelque chose, je vous en ai parlé au début, et d'ailleurs, ça va être lié avec la dernière leçon aussi. En fait, en SEO, si tu fais pas mieux que l'existant, tu vas pas te positionner. Et ça, je le vois avec beaucoup de clients. En fait, c'est des clients qui me disent « Mais Lucas, je comprends pas pourquoi mon article, il se positionne pas. » Mais je dis « Regarde ton article, est-ce qu'il mérite d'être positionné ?» Je dis « Compare avec tes concurrents. » Et des trucs tout bêtes, hein. Parfois, je lui dis « Regarde, est-ce que tu as relu ton article ?» Ah non, je l'ai pas relu. Et je dis « Mais relis-le, regarde, ton article, il est en police d'écriture grise. C'est illisible, c'est pas agréable à lire. Si tu l'avais relu, tu le saurais. » Ça, c'est des trucs tout bêtes. T'as fait des gros blocs de paragraphes comme ça. C'est illisible. Relis-toi. Tu mérites pas en fait d'être mieux positionné que tes concurrents. Ouais, mais moi j'ai écrit un article plus complet et tout. Ouais, c'est peut-être plus complet, mais c'est illisible. Et en fait, aujourd'hui, il faut prouver à Google que tu mérites de prendre la place de quelqu'un d'autre. Et après, pour mériter, il y a plein de choses. Il y a optimiser, avoir un meilleur contenu, mieux optimiser les meta-titles, les zones chaudes, avoir plus de backlinks, mieux optimiser ta sémantique. Il y a plein de choses. Selon les marchés, ça va dépendre. Il y a des marchés où juste faire un peu de sémantique, il n'y a tellement pas de concurrence que tu vas être tranquille et t'es positionné et après, tu as juste à créer des cocons autour. Ça, c'est possible. Mais tu as d'autres marchés où il va falloir faire du backlink et autres encore. Mais si tu ne fais pas mieux que l'existant, si tu n'es pas capable de prouver que ton contenu est mieux que les autres contenus, tu ne vas pas te positionner. Souvent, le problème, c'est qu'on fait un truc du même niveau. Ah, j'ai vu que les autres, ils ont fait 1500 mots. Allez, je fais 1550. Le nombre de mots n'est pas un critère de ranking, mais juste pour vous donner un exemple. En fait, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, il faut prouver que tu fais mieux. Et si sur tes 1500 mots, t'as beau, même si tu en as fait 2000, si c'est de la bouse, ça ne va servir à rien. Leçon 22, le SEO, c'est une affaire de priorité. C'est la dernière leçon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais déjà que je vais galérer au montage, là je suis au tournage, il y a quasiment 45 minutes de rush. Mais franchement, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Et ça, c'est vraiment le mot de la fin, c'est que le SEO, c'est une affaire d'arbitrage. Et ça, on n'en parle pas assez. On vous fait des posts LinkedIn, ouais, j'ai explosé les rankings, ouais, les backlinks, ça marche pas. Non, c'est pas un truc marche ou un truc marche pas. C'est juste que c'est une affaire de priorité. Et là, la question à se poser, c'est pour ton business, aujourd'hui, quelle est la priorité? Est-ce qu'il vaut mieux faire du contenu? Est-ce qu'il vaut mieux faire du backlink? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui va rapporter le plus de business à court terme, moyen terme, long terme? Le SEO, c'est que ça. Quand tu payes pour quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en SEO, c'est parce qu'il va être capable de te dire ça sert à rien. Il va être capable de te dire les backlinks toxiques, ça sert à rien. Il va être capable de te dire acheter un lien sur ce site, ça sert à rien. Il n'y a pas de jus qui va venir de ce site. Il va être capable de te dire les backlinks, c'est pas ta priorité. On va d'abord augmenter ta couverture de mots-clés. Parce que c'est ça ta priorité, c'est ce qui va rapporter le plus à court terme. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est des tests. Même moi, vous le voyez, je continue à faire des tests, je documente tout sur cette chaîne YouTube. Je continue à coacher à chaque fois des clients. Mon coaching, il a dû évoluer 10 fois. Je continue à proposer une nouvelle formation. Donc voilà, ça c'est des tests. Et c'est ça ce qui vous permet de progresser et d'avancer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très content de l'avoir faite et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.